Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Hey, salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on était peut-être dû un peu pour une petite mise à jour là, des traitements de la COVID. Il y a plusieurs données qui sont parues dernièrement. Donc, on s'est dit qu'on ferait un petit wrap-up de la littérature. J'ai pas la prétention d'avoir lu la littérature au complet, là, c'est impossible de toute façon. Puis, naturellement, comme tout ce qui est COVID, hein, ce qui est vrai en date de l'enregistrement du 8 février, ça veut pas dire que ça va être valide demain ou après-demain, hein, c'est interprété et appliqué selon l'évolution de la littérature. Et je vous invite à aller lire les articles qui sont dans les notes de la balado pour vous faire une tête vous-même. Donc, on a ciblé la colchicine, le remdesivir, le tocilizumab, l'anticoagulation. Il y a des nouvelles données, donc on va regarder ça en bref. Et on va terminer avec la vitamine D et les anti-H2 et les IPP, lesquels il faudrait prendre pour la gastroprophylaxie. Donc, si on commence avec la colchicine, on le sait, hein, l'étude Col-Corona est sortie dernièrement. D'ailleurs, j'ai été invité là, avec les gens de TopMF, TopMU pour faire une capsule sur l'analyse de cette étude-là. Les notes seront dans la balado, donc je vous y réfère pour plus en détail sur cette étude qui est, on se le rappelle, la colchicine en externe, donc en pré-hospitalier, pour voir si ça avait un impact sur l'hospitalisation. Donc on sait ça a été négatif malgré tout le tabac médiatique de cette étude. Mais il y avait aussi une méta-analyse qui était sortie pré-Col-Corona, c'est très important de le mentionner. Ce qui est intéressant, c'est que de ces études-là, c'était quand même des petites études qui ont mis là, il y avait une cinquantaine de patients par étude. Là. Au total, on parle de peut-être 400 patients au grand total, il faut quand même le rappeler. Et si on pool toutes ces données-là, ça nous donnait un bénéfice de mortalité là, de moins 1,28 avec un intervalle de confiance moins 1,73 à moins 1,82. Bref, c'était significatif. Ça reste quand même une méta-analyse d'études peer-reviewed avec des très faibles pourcentages. Donc, est-ce qu'il y aurait vraiment un bénéfice à la colchicine en intra-hospitalier de certaines études qu'il y avait là-dedans? Peut-être. Est-ce qu'il faudrait se lancer là-dedans? Je pense pas. Je pense que les données, pour l'instant, ne supportent pas son utilisation. On verra les bras des études là, qui sont en cours. Mais pour le moment, je pense que la colchicine, il ne faut pas l'utiliser. Certainement pas aux soins intensifs. Donc, on continue avec le remdesivir. Le remdesivir, là, ça va être dans le fond, on se souvient, on a même fait un épisode sur le sujet. Les liens seront dans la balado. Solidarité est sortie il n'y a pas très longtemps. Là. Ben, pas très longtemps. On parle peut-être quoi de novembre. Ben, quoi qu'en COVID, un mois, ça équivaut quasiment à une décennie. Donc, bref, dans l'étude de Solidarité, hein, il y a la mortalité. Elle n'était pas significative pour le bras remdesivir, on se souvient, c'était un odds ratio de 0,95 avec un intervalle de confiance là, qui était non significatif, là, qui croisait le 1. Et dans l'étude, il stipulait vraiment qu'il n'y avait pas de médicaments tels que le remdesivir qui réduisait la mortalité totale, peu importe le sous-groupe, ça n'avait pas d'impact sur la ventilation ni sur la durée de l'hospitalisation. Donc, bref, on oublie ça. C'est la dernière fois qu'on va en parler. Donc, feu remdesivir. Donc, on va enchaîner avec le tocilizumab. Le tocilizumab, je ne sais pas trop quoi penser de ça, parce qu'il y a vraiment plusieurs études qui sont parues. On parle de corimino-toci, là, où la mortalité à 28 jours était identique dans les deux groupes. Là, on parle de 11%, là, plus ou moins 0,2%, ou l'étude Covacta qui avait littéralement la même mortalité là, chez des patients sévères ou des patients critiques. Là, on parle d'une mortalité de 19% là, qui était totalement identique. C'est en suivi, là, même Impacta ou même REMAP-CAP. REMAP-CAP qui est la dernière, qui est la seule à démontrer un bénéfice potentiel sur la mortalité. On se rappelle REMAP-CAP, des patients en soins critiques, quand même beaucoup de patients, là, 700 quelques patients, qui avait une mortalité de 27% dans le groupe TOCI contre 35,8% dans le groupe contrôle. Donc, c'est
la seule étude qui a un signal vers un bénéfice, il faut quand même se rappeler que 85% des patients étaient sous stéroïdes. Et tout de suite après, là, une semaine après, est sortie l'étude Tossibras chez des patients sévères, des patients critiques, qui a été arrêtée prématurément parce qu'il y avait plus de mortalité dans le groupe tocilizumab. Là, on parle de 21% contre 9%. On parle même que jusqu'à 89% des patients étaient sur stéroïdes. Fait que bref, on n'a que des études négatives, même une qui semble avoir un signal de harm pour le tocilizumab, alors que REMAP-CAP sort du lot avec un bénéfice potentiel. C'est sûr que ça reste la plateforme REMAP-CAP. Il y a beaucoup il y a beaucoup de patients dans cette plateforme-là. C'est une autre façon de fonctionner. Mais ici, on poule toutes les données, même en excluant Tossibras qui a augmenté la mortalité dans le groupe Tossi. On avait un odds ratio qui était quand même non significatif là, de 0,83 là, avec un intervalle de confiance qui est non significatif. Fait que, bref, l'INES s'est prononcé sur le sujet il y a pas longtemps, donc le 25 janvier dernier, qui disait que peut-être qu'on pourrait l'envisager possiblement chez certains patients qui sont hospitalisés, là, naturellement, avec des besoins d'oxygène à haut débit ou une VNI, ou on pourrait également l'utiliser, le considérer peut-être éventuellement chez des patients hospitalisés qui sont sous ventilation. Tout ça dans le premier 24 heures du support d'oxygénothérapie ou du support d'organes. Faut quand même le rappeler, hein, c'est du peut-être, pourrait, peut-être, éventuellement, basé uniquement sur REMAP-CAP, parce que toutes les autres études nous disent que c'est pas vraiment, qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice. Il faut quand même garder en tête que c'est une molécule qui est très dispendieuse. Pour le moment, elle est très difficile à obtenir. On parle au Québec qu'on a 200 doses au grand total pour la province au complet. L'avantage clinique, ça, quand on regarde toutes les données, c'est discutable. Je suis pas convaincu que c'est une thérapie de choix. Et il faut quand même se rappeler hein, que bien que la compagnie a assuré qu'il y aurait des doses disponibles pour les gens pour lesquels ils en ont vraiment besoin, là, les autres indications du tocilizumab, euh, une des choses qu'on a appris dans la gestion des médicaments dans cette pandémie, hein, c'est que les BO, les ruptures d'approvisionnement viennent assez vite et peuvent être assez impressionnantes, même pour des choses qu'on nous dit que ça va bien aller. Alors, je me questionne à savoir, est-ce qu'on devrait utiliser le tocilizumab pour des patients COVID, on n'est pas convaincu qu'il y a un bénéfice, et enlever la disponibilité de ce médicament-là pour les patients qui vont vraiment bénéficier, qui ont d'autres indications? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse voir qu'est-ce que vous en pensez. Je pense pas que le tocilizumab est à envisager nécessairement. Il faudrait vraiment bien cibler le patient. Tant qu'à vouloir faire de l'immunomodulation, aussi bien potentialiser les corticos. Parce les corticos, on en a parlé là, en masse, on a fait la revue de tous les articles là, dans un des épisodes précédemment. Les liens seront dans la balado d'ailleurs. Mais il faut se rappeler, hein, on utilise tout, là, dexaméthasone 6 mg. Mais c'est équivalent à méthylprénisone 32 mg ou de la PRED 40. Mais ici, on regarde les deux études, comme par exemple DEXA-RDS, qui est paru il y a pratiquement un an, pré-COVID, qui utilisait 20 mg d'IE pour 5 jours et 10 mg d'IE pour 5 jours aussi. C'est cette posologie qui a été reprise dans le Codex. Ce que ça nous dit, c'est que c'est des doses plus importantes. C'est plus autour de 106 à peu près, 102-106 mg en équivalent méthylprénisone. Donc là, on parle plus d'immunosuppression. Est-ce que juste le fait de potentialiser nos corticos nous permettrait d'avoir une immunomodulation qui serait peut-être même supérieure à la combinaison avec un inhibiteur de l'interleukine 6, là? On n'a pas d'études, mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Puis là, on pourrait se dire aussi lesquels je pourrais prendre dexaméthasone, méthylpred. Bon, il y aurait des données là, sur la pénétration pulmonaire favorable de la méthylprénisolone par rapport à la dexaméthasone. C'est surtout des données animales. Je n'ai pas vu des bénéfices cliniques transposés dans des données humaines. C'est sûr que je peux pas dire que j'ai lu la littérature au grand complet. Fait qu'est-ce que c'est vraiment un avantage réel? Je le sais pas. Vous avez un patient qui vous crash devant vous. Est-ce que ça vaudrait la peine d'utiliser cet avantage théorique ou potentiel? Peut-être. Ça dépend aussi de ce que vous avez disponible comme cortico.
Fait que les corticos, dans les faits, là, pour l'immunomodulation, je pense plus que c'est une question de dose que de choix de molécules, hein, parce que si on prend de la Dexa 20, c'est de la méthylpred plus 102, 106 mg. Donc, on parle vraiment plus d'immunosuppression. Fait que les corticos, on se souvient, naturellement, c'est oui. Mais quelle dose? Et est-ce qu'il faudrait moduler la dose selon notre patient? T'sais, on a un patient qui est en flambée inflammatoire, on suit notre CRP à se met à monter. Est-ce qu'on devrait à ce moment-là augmenter nos doses de corticaux? Parce qu'on sait qu'une fois que la CRP va rebaisser, on dirait que toutes les complications vont arriver 24-48 heures après, là, parce que là, l'inflammation a flambé. Puis là, c'est là que tous les autres processus se sont mis en branle, comme par exemple l'activation plaquettaire, là, puis nos thromboses, puis nos microthrombries vont arriver. Est-ce que ça vaudrait la peine de suivre les CRP et moduler à la hausse nos doses? Peut-être. Si on se fait ADX, RDS et Codex, ça pourrait être une alternative très envisageable. Donc, si on continue avec l'anticoagulation, les analyses intérimaires sont sorties fin janvier de la multiplateforme le ATAC, ATT-ACC, Active 4A et Remap4. Fait que dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les trois plateformes pour pooler les données et s'entraider entre les études, si on veut. Fait que dans le fond, ce qu'ils ont regardé, c'est l'anticoagulation thérapeutique avec des héparines de bas poids moléculaire ou de l'héparine non fractionnée chez des patients en état modéré. Donc, l'état modéré était défini comme un patient qui n'était pas sous oxygénothérapie à haut débit ou ventilation invasive, non invasive, ou qui n'était pas sur vasopresseur. Fait que bref, ça c'était l'inverse de ça, c'était notre patient qui était en état sévère. Donc, c'est un patient qui était aux soins, qui était sur lunettes à haut débit, VNI ou ventilation mécanique. Donc, ils ont regardé ce que l'anticoagulation pouvait faire chez les patients en état modéré. Ils ont même stratifié selon le niveau de D-dimer. Donc, un niveau faible, ils se sont donné la limite de 2 fois la limite supérieure normale rapportée par le laboratoire. Donc, en bas de ça, c'était considéré des faibles D-dimers. Au-dessus de ça, c'était considéré des hauts D-dimers. Dans les deux cas, une anticoagulation thérapeutique amenait une probabilité de supériorité là, plus que 99%. Par contre, on a eu l'inverse dans les patients en état critique. Ce bras-là même était arrêté pour futilité parce qu'il y avait une augmentation de la mortalité. Ce qu'on en ressort de l'analyse intérimaire de ces études-là, c'est que les patients en état modéré, donc les patients qui n'ont pas encore commencé leur flambée inflammatoire, si on veut, peu importe son où géographiquement dans l'hôpital, hein, parce qu'on peut l'avoir admis à l'étage, mais on pourrait l'avoir admis aux soins préemptivement, il y aurait un bénéfice à les anticoaguler. Alors que nos patients en état sévère ou en état critique, donc ça c'est vraiment les patients qu'on a descendus aux soins, qu'on a mis sur haut débit d'oxygène, mais des fois c'est des patients à l'étage aussi, qui sont en attente de descendre aux soins, pour lesquels on a mis la lunette à haut débit. Ce patient-là, bien qu'il est physiquement à l'étage, faut pas le considérer comme modéré, là. C'est un patient vraiment en état sévère critique parce qu'il est rendu sur haut débit. Donc, nos patients, nous autres, donc le bénéfice des anticoagulés est pas mal plus faible, donc il y a vraiment plus de risques à les anticoaguler, contrairement à nos patients en état modéré. Ça pourrait peut-être aller avec la pathophysiologie, hein, comme je disais tantôt, si il y a une flambée inflammatoire, l'anticoagulation, l'activation plaquettaire va survenir 24-48 heures là, comme un petit peu un retardement. Donc, il y aurait un bénéfice là, à les anticoaguler avant que la cascade inflammatoire commence à partir. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait suivre nos D-dimers, nos CRP et se dire, oh, ce patient-là, peut-être qu'on pourrait l'anticoaguler parce qu'il y a tel facteur de risque, tel facteur de risque. Donc, c'est vraiment ciblé pour chaque patient, mais ce qui est important, c'est vraiment de faire une thromboprophylaxie qui est adéquate là, pour tous les patients. Ça, c'est super important. Donc, bref, les patients aux soins, on les anticoagule pas systématiquement. Les patients à l'étage, il faudrait le considérer. Surtout ceux qui vont commencer à flamber leur état inflammatoire. Pour ce qui est de la vitamine D, il y a plusieurs études qui démontraient qu'un patient qui était en déficit de vitamine D mourrait plus de la COVID. Est-ce que c'était vraiment la déficience en vitamine D ou c'était vraiment plus le fait que la vitamine D
était le reflet de sa dénutrition, parce que c'est souvent des patients plus âgés. On sait qu'ils sont confinés beaucoup aux latitudes qu'on a au Québec. Hein, on est des latitudes nordiques. En plus, c'est l'hiver, donc il y a beaucoup moins d'ensoleillement. Puis en plus, ils sont confinés, ils sortent presque pas, donc ils sont pas mal plus à risque de déficience en vitamine D. Ça nous dit que ces patients-là seraient peut-être plus à risque de juste avoir un mauvais outcome de la COVID. Parce qu'ils sont dénutris, oui, ils ont une déficience en vitamine D, ils sortent pas, ils bougent moins. Donc ça les met peut-être plus à risque. Les données qu'on a pour les traitements, pour l'instant, traiter la COVID avec la vitamine D, les données sont pas là. Mais peut-être en prévention. Mais une fois que tu es rendu aux soins ou que tu es rendu à l'étage, il est un peu trop tard pour prévenir la COVID. Hein. Tu l'as eu, puis c'est la raison pourquoi tu es hospitalisé. Il y avait par exemple une étude intéressante, l'étude de Demer, qui semblait démontrer que des niveaux élevés de vitamine D pourraient diminuer la CRP et les D-dimères. Parce qu'on se souvient quand même que la vitamine D, ça reste quand même un hormone. Elle a plusieurs autres actions. Donc, il y aurait peut-être un effet anti-inflammatoire la vitamine D. Là, on ne parle pas d'immunosuppression avec un pulse de stéroïde à 1 gramme de méthylpred. Là. Mais ça reste quand même que ça peut être intéressant. Mais l'autre chose qui est vraiment intéressante, hein, c'est qu'il faut se rappeler qu'un déficit en vitamine D, juste ça peut induire des myopathies. Puis on sait que les patients aux soins, ils ont tendance à avoir des myopathies déjà de base, puis les patients aux soins COVID, ils ont encore plus de risques de myopathie, puis ils ont encore plus de risques de dénutrition. Parce que c'est des patients plus âgés, parce que c'est des patients qui sont là longtemps. Fait que est-ce qu'on, juste sur la base de ces facteurs-là, est-ce qu'on devrait juste les supplémenter, nonobstant son impact sur le COVID? C'est quand même une question qui est intéressante à se poser. Mais bref, c'est pas un magic bullet, là, la vitamine D. C'est pas mettre de la vitamine D va faire que votre patient va super bien aller, puis dans 5 jours, il a congé à la maison en dansant. Là. Mais ça pourrait pas nuire, puis ça pourrait peut-être diminuer le risque de myopathie, ce qui est non négligeable non plus. Fait que, à tout le moins, on pourrait utiliser des doses selon les recommandations standards là, de 1000 à 2000 par jour. Mais qu'on pourrait aussi peut-être l'ajuster selon le statut nutritionnel de notre patient. T'sais, on a plein de patients dénutris. Peut-être qu'on pourrait augmenter jusqu'à 4000 par jour, qui sont les données là, quand le patient est en déficience ou il est dénutri. J'ai même vu des données là, jusqu'à 10 000 unités par jour chez les patients obèses. Parce qu'il faut se rappeler hein, que nos obèses peuvent être dénutris aussi. C'est pas parce que tu es obèse que tu es naturellement plein de nutriments et de bonnes fonctions métaboliques. Là. Fait qu'il faut juste faire attention à notre population insuffisante rénale là, et les désordres de PTH, là, ça pourrait induire l'hypercalcémie. Mais outre ça, je pense qu'il y aurait peut-être plus de bénéfices que de risques. Donc, je suis curieux de voir ce que vous en pensez de ça. Et on va terminer sur une petite question là, qu'on s'était posée là, sur la gastroprophylaxie, les anti-H2 et les IPP. Parce qu'il y a l'hypothèse de base que les IPP augmentent le pH gastrique, donc il y a plus de virus qui passent, et que les IPP moduleraient possiblement là, une surexpression des récepteurs ACE2 au niveau digestif. Donc tout ça ferait en sorte qu'il y aurait une charge virale plus importante puis une maladie plus sévère. C'est sûr que rendu aux soins, la charge virale est peut-être plus le problème, là, mais bon. Il y avait une étude épidémiologique là, coréenne qui semblait démontrer que si tu prenais des IPP depuis moins de 30 jours, ben bon, ça changeait rien sur le fait que tu pouvais avoir le virus, mais ça augmentait ta mortalité. Mais si tu en prenais plus que 30 jours, tu en as déjà pris dans le passé, ben ça changeait rien, tu mourrais pas plus. Fait que c'est juste un biais de sélection d'une étude épidémiologique. Est-ce que c'est parce que c'était des patients plus malades qui étaient aux soins qui recevaient des IPP? Ou c'était des patients qui avaient des symptômes de COVID qui sont allés consulter et qui ont pris un IPP? Bref, ça c'est une étude épidémiologique, on ne le saura pas vraiment. Mais il y en a une autre aussi qui comparait la famotidine aux IPP. Puis elle aussi a démontré que la prise de l'un ou l'autre augmentait la mortalité. Fait que là, on se ramasse avec des études épidémiologiques qui nous disent que les IPP, ça augmente la mortalité. Puis les anti-H2, ça augmenterait aussi la mortalité. Dans les faits, là, je pense juste que c'est des biais de sélection. Plus votre patient est malade, plus il est à risque d'avoir une gastroprophylaxie, que ce soit un anti-H2 ou un IPP. Puis plus il est malade, plus il est à risque de mourir. Fait que les données, là, moi je les prends avec un grain de sel. Hein, ça nous dit que l'un ou l'autre pourrait être utilisé parce que dans les faits, un ou l'autre pourrait augmenter la mortalité
basé sur une étude épidémiologique qui n'est pas nécessairement faite aux soins intensifs. Fait que le lien sur l'impact sur la mortalité, là, selon moi, il est très faible. Puis cliniquement, là, c'est pas significatif, à mon sens. Fait que prenez ce qui est disponible chez vous. Puis gardez en tête que les anti-H2, par contre, hein, ça peut causer du délirium chez les patients âgés. Il faut les ajuster en insuffisance rénale. Fait que bref, anti-H2 versus PP, prenez ce que vous avez, ajustez-le pour la fonction rénale, ça va finir là. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on pourrait surveiller? Qu'est-ce qu'il y a des trucs intéressants qu'il faut naturellement, c'est des hypothèses, les études sont en cours. Il y aurait la fluvoxamine, ce TSRS, qui aurait des propriétés inflammatoires, anti-inflammatoires. C'était là-dessus que ça avait été développé, mais bon, ça n'avait pas été jugé assez satisfaisant, mais ils ont une chance pour la compagnie. Ils avaient trouvé que ça avait des effets antidépresseurs. Il y a plusieurs études en cours, que ce soit des patients hospitalisés ou des patients externes, dont l'étude Stop COVID, là, qui est à l'Université McGill à Montréal, pour des patients en externe, pour voir si ça allait diminuer le nombre d'hospitalisations. La logique derrière tout ça, c'est que les ISRS dépléteraient les plaquettes en sérotonine là, après 2 semaines, ce qui pourrait diminuer la thrombose possible. Puis la molécule, oui, elle aurait des effets anti-inflammatoires, là, mais bon. Fait que bref, est-ce qu'on est devant une répétition de col corona ou ça va être un vrai breakthrough? À suivre. Pour l'instant, par exemple, on n'en donne pas. Hein, ça, c'est super important. On n'en donne pas ou on n'en prend pas, à moins de faire partie du protocole de recherche, là, naturellement. La dernière, mais non la moindre, que je trouve vraiment intéressante, c'est l'acétylcystéine. Oui, là, l'antidote à l'intox au Tylenol. C'est une hypothèse vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que c'est un médicament qui va s'attaquer à la voie pathophysiologique du débalancement du stress oxydatif. Il y a des données préliminaires en choc septique qui nous montrent qu'on diminuerait peut-être le temps de ventilation pour la durée de séjour. Il y avait une étude en RDS, là, mais on parle d'une étude qui date quand même de 97, qui démontrait, oui, peut-être un impact sur la ventilation, la durée de séjour, mais rien de faramineux. Puis si on se rappelle, il y avait une étude brésilienne en septembre 2020 qui avait regardé l'acétylcystéine. Est-ce que ça va me permettre d'intuber moins et d'envoyer moins de patients aux soins intensifs? La réponse dans cette étude-là, c'était non. Parce que de toute façon, pour avoir un impact sur une durée de séjour, c'est pas 12 heures d'acétylcystéine qui va changer quelque chose. Ça serait sur une perfusion plus continue, donc un usage plus prolongé qui pourrait peut-être avoir un impact. Je trouve ça très intéressant, je trouve ça novateur comme voie pathophysiologique. Je pense que c'est intéressant à surveiller, peut-être pas à faire à grande échelle pour le moment. Donc bref, ça fait un peu le tour des molécules qu'on voulait regarder. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Moi, ce que je me pose beaucoup comme question, c'est vous, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles données, des nouvelles études? Est-ce que ça a modifié votre pratique? Comment vous avez intégré ça? Je suis vraiment curieux de vous entendre, de discuter avec vous. Donc, on poursuit ça sur Twitter, Facebook. Et naturellement, tous les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes. D'ici le prochain épisode, faites vraiment attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.